Esperluette. Bonjour et bienvenue dans Une tisane au lit, 4e épisode. Nous sommes le 14 juillet 2020 sur la péniche Altea et l'ambiance à Avignon est complètement différente des années précédentes. Pas de festival d'Avignon, des feux d'artifice annulés, pas d'affiches partout dans la ville, des initiatives à droite et à gauche pour continuer à faire vivre la ville et la culture si chère à la Cité des Papes. Rien n'est comme d'habitude, alors j'ai voulu dédier cette émission à la culture, aux artistes et à leurs impacts sur nos vies et tout ce qu'on aura envie de partager à ce sujet aujourd'hui. Autour de la table avec moi, Séverine Durmaz. Bonsoir Séverine. Bonsoir Marie-Cécile. Pascal Mossino, conseillère agréée en fleurs de bac. Bonsoir Marie-Cécile. Ravie que tu sois de nouveau avec nous. Et Vincent Clerc-Gironnet, artiste, comédien, comme on dit, il paraît. Oui, bonsoir à toutes les trois. Bonsoir Vincent, et qu'on a déjà entendu sur Esperluette l'année dernière où tu nous présentais le festival des petites formes à Montfavet, voilà, qui n'a pas eu lieu non plus cette année. Donc voilà, aujourd'hui le but c'était parler de la culture qui nous manque un peu quand même à Avignon et ailleurs en ce moment avec ce confinement, déconfinement, et de voir un peu qu'est-ce que nous, en tout cas, ça nous a apporté dans nos vies, qu'est-ce que ça a comme impact. On a beaucoup parlé de l'impact pendant le confinement des soignants, des médecins, tout ça qui effectivement ont beaucoup travaillé pendant cette période. Mais j'ai entendu quelques artistes me dire, ou en tout cas exprimer le fait qu'ils avaient l'impression de servir à rien pendant le confinement. Et puis après aussi. Et je suis pas d'accord. Donc voilà, je voulais juste qu'on échange sur ce sujet. Et déjà pour commencer, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, la culture ? Qu'est-ce que ça veut dire, la culture ? Est-ce qu'on commence par Vincent, qui est l'invité ? Oui, si vous voulez. Alors pour moi, la culture, c'est très vaste. Voilà. Et j'aurais tendance à ne pas isoler la culture, mais à dire qu'en fait, on va dire que peut tout à fait y avoir une culture de supermarché, peut tout à fait y avoir une culture de cinéma, même. Enfin voilà, il y a pas. C'est pas la culture. C'est pas la culture avec un grand C pour moi. Et je pense que souvent dans la culture, justement, on a péché par le fait que on a isolé une culture agréée par des politiques culturelles ou par des artistes reconnus ou notables, alors qu'en fait, la culture, c'est ce que vivent vraiment les gens dans leur quotidien. La culture, c'est ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils écoutent, c'est ce qu'ils regardent, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qui les fait vibrer, c'est tout ça. Et c'est pas forcément un truc qui est imposé de l'extérieur par des gens qui penseraient mieux que d'autres, quoi. Je valide. Alors aujourd'hui, Séverine et Pascal ont chacune leur micro, mais elles se regardent quand même pour savoir qui parle en premier. Alors moi, la culture, pour moi, c'est vraiment les émotions en fait. C'est vraiment l'émotionnel. C'est des choses qui vont me toucher. Ça va être de la peinture, de la musique. Ça peut être tous les jours, effectivement. Ça peut être à l'occasion d'un spectacle. Voilà, c'est vraiment des émotions. C'est un cadeau qu'on me donne, en fait. C'est une émotion que je récupère. Vraiment, quelque chose qui va me toucher, qui va me faire vibrer et qui va me donner de la joie en général. En général. Pascal ? Là, je vous trouve pointu. Moi, la culture, j'ai l'impression que c'est tellement indispensable à notre vie. Sinon, on travaille, c'est terne, mais j'aurais pas pensé à mettre de la culture dans tout le reste. Du coup, voilà, je sais plus trop quoi dire. J'ai l'impression que c'est le superflu indispensable à nos vies, tout ce qui vient se rajouter, qui rend la vie vivable. Mais elle avait rien à dire, hein. C'est bien ça. Ouais, on aime bien. Je pense à des gens qui n'ont pas du tout accès à la culture et c'est dans des pays où c'est plus compliqué et franchement c'est dur, mais du coup d'ailleurs c'est là où il y a des émergences d'ailleurs. Oui. Ce qu'on peut entendre dans tes podcasts là, avec le danseur, il parle d'une chose et d'une chose. Ouais, c'est ça. Et donc, la culture, évidemment, ce sont les émotions après. Mais pas que la joie. Moi, je pleure. Je vois un film, je pleure. Oui, mais du coup, il y a de la joie. Enfin, il y a quand même un truc.
Oui, l'autre ça peut être que négatif. Je sais pas, ça peut être que négatif. Ouais. Non, ça te ramène de la joie derrière. Lorsque j'ai écouté Vincent raconter ces textes-là, j'avais la bouche ouverte. À la fin, j'avais la petite larme. Je vivais le truc dedans. Je tressaillais. J'étais là. J'avais la bouche ouverte. C'est ce que disait Vincent sur le fait de vibrer, en fait, que ça soit positif ou négatif. Je pense qu'il y a ça. Enfin, en tout cas, pour moi, la culture, c'est ça. C'est le fait que ça peut être un tableau, ça peut être aussi de la cuisine. J'ai interviewé Cathy de Culture de Cœur qui me disait la cuisine aussi c'est de la culture, le sport c'est de la culture, voilà. C'est vrai qu'on entend souvent la culture où c'est les musées ou voilà, le théâtre, le cinéma, des choses très, très cadrées, mais ça peut être voilà, plein d'autres choses au final. La musique qu'on crée comme ça parce qu'on a envie de taper sur quelque chose ou de chanter, c'est pas forcément quelque chose de cadré. Enfin, en tout cas pour moi c'est ça, quoi. Mais en tout cas que ça fasse vibrer ça et que ça cause des émotions, peut-être pour ça que t'es là, parce que parler des émotions, mais je pense que c'est important. Alors moi j'avais lu que la culture en philosophie c'était ce qui était différent de la nature, et on dit aussi que c'est ce qui est commun à un groupe, appris, transmis, produit et inventé. Alors effectivement, je pense que le fait que ça soit inventé, et là on revient sur les artistes pour moi et sur la création artistique, qui après pareil, l'art c'est... Je savais pas si on allait parler de l'art ou de la culture, donc on parlait d'eux. Mais en tout cas, je trouve que l'acte de création, il est super important. Et le fait de donner accès à ça, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, beaucoup. Ce qui nous a manqué pendant le confinement, même si on avait accès à pas mal de choses. Et justement, vous avez... Qu'est-ce que pendant ce confinement, vous avez eu accès à l'art d'une manière différente, peut-être, ou pas ? Ou est-ce que vous avez consommé des choses que vous n'avez pas l'habitude de consommer ? Comment ça s'est passé ? On fera parler Vincent à la fin, cette fois-ci. Moi, ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a vraiment manqué, pour le coup, c'est la rencontre, quoi. J'avais envie d'aller au concert, j'avais envie d'aller voir du théâtre. Enfin, surtout, j'avais envie d'aller voir des concerts avec des gens qui chantent et qui ont des émotions sur scène, qui les transmettent, etc. Ça m'a vraiment manqué. Et après, je trouve que... mais pour le coup, ça m'est vraiment personnel. Après, de regarder des concerts à la télé, c'est pas pareil, même si ça peut être sympa aussi, c'est pas pareil. Mais après, j'ai regardé des choses, un peu ce qui passait, etc. Mais j'ai pas fait plus que ça, quoi. T'as rien de... Si, j'ai regardé des bons films que j'aurais sûrement pas regardés. J'ai pris le temps, en tout cas, de regarder des films que je voulais voir, etc. T'as lu plus, peut-être ? Bah non, toujours pas. Non. À la retraite. Moi, j'ai pas réussi à lire J'ai lu un livre, mais après, j'ai pas réussi à lire pendant le confinement. Pas si facile de lire pendant le confinement. Ouais. Moi, comme toi, j'ai regardé des films, mais vraiment en me posant, en regardant les films. Je trouve que j'ai essayé de voir des petits concerts, là, des chanteurs qui chantaient, mais il n'y a pas les vibrations. En fait, c'est ça l'émotion, c'est vraiment les vibrations. Ça ramène aux fleurs de bac, d'ailleurs. On n'a pas la vibration des gens comme quand on le voit en vrai. Alors, ça peut être marrant, mais... Voilà. Moi, j'ai regardé des films. Pareil, j'ai essayé de voir du théâtre parce que je savais qu'en plus j'en aurais pas pendant le mois de juillet, j'aurais pas ma dose, mais c'est pas pareil. Il y a pas le rapport avec la scène, il y a pas le rapport entre le public. Enfin voilà, et c'est l'écran, et c'est très bien, et ça m'a permis de voir des pièces que j'avais pas eu l'occasion de voir avant. Mais j'ai trouvé ça plat, ce qui est normal sur un écran, n'est-ce pas ? Mais voilà. T'as regardé des pièces de théâtre ? J'ai vu des pièces de théâtre, des choses qu'en plus que des spectacles que j'aurais voulu voir et que j'ai ratés, mais. En plus, je pense que sur ces spectacles-là, vraiment que j'attendais, ça m'a déçue. J'ai été déçue parce que j'avais pas ce rapport-là où des fois je vais voir des spectacles. Il y a des spectacles que j'ai vus 3, 4, 5, 6. Une vie sur mesure, de Cédric Chapuis. Je l'ai vu 6 fois, je pense. Et 6 fois, j'ai eu des émotions différentes. Pourtant, à la fin, tu connais le texte par cœur, tu sais ce qui va se passer, il n'y a plus de surprise en fait. Mais la salle est différente, l'acteur était différent, mais peu importe. Il se passe des choses, quoi. Et là, avec l'écran, voilà, je pense que... Ah bah moi je suis content d'entendre ça, ouais. Je suis content d'entendre ça parce que je suis persuadé que ça marche pas, effectivement, le théâtre en vidéo, ni le théâtre enregistré d'ailleurs. Et parce que la spécificité du théâtre, c'est d'être effectivement en direct. Et ça, c'est comme ça, on peut pas lutter contre ça. Et le concert, c'est pareil au final. Hein. Et, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui est super chouette. Oui. Parce que du coup, ça nous justifie complètement dans le fait que oui, il faut qu'on soit là, en présence avec les gens, que lorsqu'il y a... 2 corps, 2 esprits, plusieurs corps, plusieurs esprits, plusieurs émotions qui cohabitent dans une même pièce, il se passe des choses. Et voilà, c'est un peu à partir de là qu'il peut y avoir du théâtre. Mais ça passe pas par un média, quoi. Ça passe pas par un écran ou un micro ou toutes ces autres choses qui sont super
pour du cinéma ou d'autres choses, hein, mais qui ne marche pas avec le théâtre, selon moi en tout cas. Oui, mais le cinéma, c'est créé pour ça, en fait, à la base. Donc, c'est créé pour être posé sur un écran. Donc, c'est réfléchi aussi comme ça. Oui, mais c'est devenu complètement autre chose, le cinéma. C'est-à-dire c'est devenu un art à part entière, ce n'est pas du théâtre filmé, quoi. Non. C'est un art à part entière. Et du coup, voilà. Et moi, j'aime rappeler que la spécificité du théâtre, c'est ça, c'est ce côté vivant en direct, quoi. Et justement, toi, le confinement, de ne pas pouvoir être en contact avec et les artistes qui jouent avec toi et le public. Alors moi, j'ai assez vite perçu que ce confinement, en tout cas, pour moi, c'était la possibilité de vivre une espèce de retraite, alors un peu imposée, mais une retraite quand même. C'est-à-dire que pendant quelques semaines, on allait devoir être un peu dans une zone de vide, quoi. Et j'ai pas du tout eu envie, en tout cas, j'ai pas senti de remplir ce vide, ni pour moi, ni pour les autres. En produisant des choses en plus, qui allaient venir en plus, qui allaient venir nourrir un truc qui, visiblement, là, dans ce qui était indiqué par les temps qui couraient, on nous indiquait plutôt d'être plutôt en silence, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. J'ai un peu cette idée. J'aime bien la phrase de Pascal, hein, qui dit que tous les malheurs de l'humanité viennent, les êtres, c'est pas ça la phrase exacte, mais viennent du fait que les êtres humains ne savent pas rester tranquilles dans une chambre, assis dans une chambre. Et c'est vrai que ce face à face avec soi-même, c'est effectivement problématique pour nous. Mais moi, j'ai bien envie que, si on parle de culture, que la culture, ça soit pas un espèce de trucs qu'on vient d'évider dans des trucs qui sont déjà saturés d'informations, qui sont déjà saturés d'émotions, qui sont déjà saturés de données, mais que ça vienne vraiment occuper un espace juste. Et le silence, c'est le prérequis nécessaire pour percevoir la justesse. Donc ce silence, il était chouette. Ok, donc tu l'as bien vécu. Ouais, bon, j'ai écrit pas mal pendant ces 2 mois, donc. Mais c'était un travail. J'avais des commandes et du coup c'était super parce que j'ai pu répondre aux commandes tranquillement et pas sur mes genoux dans un train. Donc ça c'est cool. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas eu besoin d'autre chose en plus. Et la sortie ? Si, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer quand même. Ça démange. Oui, parce que qu'est-ce qui était prévu pour toi là, au mois de juillet ? Donc, au mois de juillet, il y avait les petites formes où je jouais un spectacle qui s'appelle En bordure du monde. Et après, il y avait le festival de Chalon dans la rue, dans lequel j'ai pas réussi au final à savoir si j'étais sélectionné, mais je crois que oui. Voilà. D'accord. Donc effectivement, il y a eu aussi le fait de dire finalement ça se fait pas, qu'est-ce que je fais, comment je m'adapte. Donc le spectacle, au final, tu le fais sur la péniche, en tout cas sur les rives de la péniche. Ça, c'était une belle idée. Mais bon, l'épisode sera diffusé, ça sera terminé. Donc, on n'en parle pas. Mais tu vas peut-être le jouer plus tard. Oui, j'ai un spectacle qui tourne. Alors, ma foi, peu importe. Mais en tout cas, moi, je n'étais pas pressé de retrouver la folle activité. Enfin, je crois comme beaucoup de gens qui ont eu la chance de vivre un confinement dans d'assez bonnes conditions. En tout cas, c'était mon cas. J'ai pu faire du potager, plein de choses. J'étais pas pressé de reprendre un rythme fou, quoi. Et c'est la première fois de toute ma vie où je pouvais goûter l'arrivée de l'été, goûter le changement de saison, passer du printemps à l'été, et sans être dans cette espèce de folie de préparatifs que nous impose le Festival d'Avignon, où en fait on s'occupe que de ça et on a peu de place pour ressentir les choses. Et on a envie d'y rester dans cette zone de savourage. Moi, j'ai découvert les champs de lavande. J'avais vu beaucoup de photos, mais en fait, comme c'est au mois de juillet qui sont à fond, ça fait quand même 8 ans que je n'ai pas vu les champs de lavande. Donc, je suis passée vers Apt et j'ai découvert le violet à fond des champs de lavande dont on me parle depuis toujours et que je vois sur les photos et qui existe vraiment. C'est qu'il y a un très beau champ de lavande devant le pont d'Avignon, quand même. Il n'est jamais assez... Moi, je trouve qu'il n'est pas... Il n'est pas aussi violet qu'Asso. Non, ça, voilà, c'est ça. C'était pas la même couleur. Donc là, c'est chouette d'aller se poser devant le champ de lavande. Il faut s'arrêter et aller se poser. Ouais. Et puis là, il n'y avait pas 3 tonnes de touristes. Voilà. On les aime beaucoup, les touristes, mais des fois, c'est comme le silence ou le rien. Des fois, quand il n'y a personne, c'est bien aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui disent que, de toute façon, qu'ils vivent un certain confinement parfois au moment des créations. Et que finalement, c'est un état. Le confinement, c'était quelque chose qu'ils vivaient déjà auparavant. Cet été est arrivé aussi à toi ? Ouais, c'est ce que tu as besoin quand tu crées, de mettre... C'est les conditions un peu idéales, qu'on n'a pas toujours d'ailleurs, parce que souvent, après, on crée dans l'urgence ou sur... Je disais, moi j'ai déjà écrit des choses sur mes genoux dans des trains ou des trucs comme ça, parce que voilà. Mais quand on a le temps de se poser, en général, ce qui vient est plus ajusté.
Après, l'équilibre à trouver, c'est l'équilibre entre ce silence qui donne la sensation du temps présent, du temps qui passe lentement, etc. Et quand même une certaine comment dire, quelque chose qui doit aboutir, quoi. Il faut que ça arrive à quelque chose. Il ne faut pas se laisser dériver dans le temps présent. C'est un mélange des deux. C'est sûr. Et alors pour vous, si vous revenez dans vos souvenirs, est-ce qu'un jour il y a une création artistique, un artiste ou quelque chose qui vous a marqué, qui a eu un vrai impact en tout cas sur vos vies? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient comme ça? Alors moi, et d'ailleurs, je voudrais juste avant rebondir sur les vibrations quand le théâtre vivant est réellement fait avec des gens en présentiel, comme on dit aujourd'hui. C'est ça. C'est un nouveau mot. Avec des vrais gens. Avec des vrais gens. Je trouve qu'il y a une idée formidable et à laquelle j'ai adhéré de retransmettre sur des écrans de cinéma les opéras, parce que j'adore la danse classique. Et les opéras donc dans des cinémas à Avignon, j'étais allée voir un ballet qui se jouait à New York, je crois. Et c'était super. Et c'est chouette de mettre la culture comme ça au niveau de tout le monde et tout. Mais en fait, il n'y a pas les vibrations. Et pourtant, on est nombreux dans la salle, donc on pourrait penser qu'il y a les vibrations de la salle. C'est super bien filmé. L'opéra était magnifique, donc c'est super bien filmé. Mais il n'y a pas les vibrations d'être réellement devant le ballet où on entend les pointes, où on regarde où on veut. Parce qu'en fait, quand il y a une caméra, c'est elle qui t'emmène avec la vision du caméraman. Mais pas, parfois, moi, je ne regarde pas la soliste, je vais regarder un autre, ça. Et ça, il n'y a pas quand ce n'est pas en vrai, dans la vraie vie. Ah ouais, moi, je la danse, juste rebondir là-dessus. Mais après, la danse sur un écran, je ne peux pas, justement à cause de ça. Je trouve ça chouette parce que c'est vrai que je n'irai pas à New York demain... peut-être, c'était au Metropolitan, là où je ne sais pas quoi. Et j'adorerais d'ailleurs, mais bon, en tout cas, donc c'était accessible, c'était cool, mais c'est une première approche, donc c'est la culture un peu. Oui, et puis ça permet peut-être à des gens de découvrir ça. Franchement, j'adhère à ça, ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les vibrations. Et pour ensuite répondre, je pense que moi, c'est un opéra à l'Opéra de Paris quand j'étais jeune, et là, depuis d'ailleurs, j'ai toujours aimé la danse, et c'est ce qui me fait vibrer quand je regarde un ballet. Non, mais je suis transportée. Voilà, j'adore la danse. Alors, vous ne le voyez pas, mais elle a les yeux grands ouverts et qui brillent. Le dernier spectacle que j'ai vu, c'était avec ma mère d'ailleurs, et c'était sympa. On était juste devant l'Opéra de Paris, on est allé au dernier moment, on a eu 2 places sublimes, et on est allé voir Joyaux, c'est 4 actes avec 4 pierres précieuses. Il y avait diamants, émeraudes, rubis, voilà. Et c'était un ballet magnifique, je me suis régalée, et voilà. Ouais, la danse, ça me fait bien vibrer. Et après, quand tu sors de ce genre de spectacle, t'es comment? C'est là où il n'y a plus de quotidien, on n'a plus mal nulle part, il n'y a plus de douleur, on est dans notre monde, tout est beau, tu prends le métro, c'est chouette. Enfin là, c'était à Paris, mais si c'est Avignon, c'est la même chose. On est quand même transporté, on est sur notre bateau imaginaire, chacun dans notre bulle, là, et on marche dans notre bulle pendant encore un moment, jusqu'au soir, jusqu'on se couche. Et c'est vrai que là, du coup, il n'y a plus le quotidien lourd et pesant qui est là. Ça nous transporte, quoi. Mais rien que samedi soir, je reviens sur samedi soir et les textes de Vincent que j'ai vraiment trouvé formidables. J'ai passé un moment mais délicieux et qui m'a accompagnée jusqu'au soir. Et ça avait fait un break dans ma journée où j'avais travaillé normalement, j'avais rencontré des gens normalement, j'étais dans ma voiture, j'ai mis de l'essence, tout le quotidien un peu sans... C'est un moment de déconnexion, ouais. Et là, d'un coup, tu te dis, mais oui, voilà, ça, c'est pour ça qu'on vit sur Terre, en fait, c'est pour ça qu'on est là. S'il n'y a pas ça, voilà. Ouais, non, moi, ce qui me fascine, c'est vraiment, justement, c'est vraiment l'interaction qu'il y a entre le public et la personne qui est sur scène. Et quand tu vois que la personne sur scène, elle est heureuse, quoi, et qu'elle est pleine de joie, et qu'elle est... parce qu'il y a des fois, tu vas à un concert et t'as pas l'impression que la personne qui chante, elle est à fond. Ou je sais pas, des fois, il y a plus ou moins d'énergie, c'est plus ou moins... C'est même pas réussi, mais c'est... La personne est plus ou moins bien sur scène, l'artiste il est plus ou moins bien, et il y a des fois, il y a des choses magiques qui se passent, quoi. Moi, je pense que c'est ça, mes émotions, elles viennent de là. Enfin, mes souvenirs, je pense, les plus forts, ils viennent de là. Et récemment, j'ai vu pour le coup, c'est enregistré, puisque je ne l'ai pas vu en vrai, et ça
ça m'a transmis la même chose. J'avais la chair de poule sur les bras. Là, c'était dans Taratata et c'était Chaka Ponk qui reprenait une chanson de Nirvana. Et ce morceau avec du coup de la musique, les sœurs, les sœurs Berthollet qui jouent du violon. Il y avait des violons derrière, il y avait des chœurs, il y avait les deux chanteurs de Chaka Ponk. Et rien d'y penser, j'ai encore des frissons qui reviennent. Et voir leur visage, leurs yeux, mais ils étaient tellement heureux, mais je pense qu'eux-mêmes n'en revenaient pas de ce qu'ils étaient arrivés à faire, quoi. Et du coup, ça, c'est un truc, mais c'est incroyable. Il n'y a que quand tu le fais... effectivement, ils sont arrivés en direct. J'imagine qu'il avait répété 3 fois avant Taratata. Et c'est un truc, c'est fantastique. Ah oui, je l'ai vu. C'est magique, ce morceau. Ce morceau, il est vraiment magique. Bon, après, pareil, Taratata, c'est un concert, mais c'est imaginé pour la télé. Donc, c'est pas comme on parlait du théâtre qui est filmé, où là, le théâtre est d'abord imaginé pour être en direct. C'est réfléchi pour ça quand même. Mais donc oui, là, tu as eu les frissons. Moi, Taratata m'a déjà donné 50 000 frissons. Mais je trouve que c'est plus rare que quand tu vas à un concert où tu vois vraiment le concert en face et où tu vois vraiment les chanteurs, etc. Et tu vois comment ils tripent sur scène et comment ils sont contents d'être là. Et c'est génial. Et c'est pareil au théâtre, quoi. Tu le vois. Il y a vraiment un échange, quoi. On se nourrit. Le public se nourrit des artistes sur scène et vice versa. C'est ça qui est chouette, quoi. Qui change tout. D'ailleurs, suivant le public que tu as, tu vas être différent toi-même. Il y a un impact sur toi ? Ah bah oui, bien sûr. Oui. En tout cas, moi je pense que c'est ça le travail de lecteur, c'est d'arriver à trouver, à ressentir ou à se laisser traverser plutôt par la chose juste au moment où elle apparaît et à la laisser passer pour que ce qui est vécu par tout le monde soit le plus juste possible à l'instant où ça arrive. Mais ça, c'est un art du temps présent, vraiment. C'est comme le photographe qui appuie au bon moment sur... ça, c'est une magie, ça. À quel moment il faut appuyer alors maintenant, on a des trucs qu'on peut appuyer 10 000 fois, mais voilà, le photographe, c'est celui qui, quand même, arrive à capter le bon moment. Et je pense que le comédien, il a quelque chose comme ça, quoi. Il peut arriver que tu sois dérangé par un public qui émet des vibrations bizarres ou il y a des moments où le public il est bien sûr, pas mauvais, mais en tout cas ça en fait ça fait partie du travail de sentir que des fois on sent les gens dispersés, on sent qu'on a des gens qui peut-être se sont trompés de spectacle ou qui s'attendaient pas à ça ou qui sont dérangés par quelque chose et des fois par des choses qui nous échappent complètement parce que ça vient de leur vie ou mais exactement comme quand on accueille quelqu'un, je sais pas, pour un thérapeute en consultation ou pour, et qu'on sent qu'il faut harmoniser quelque chose dans la relation à l'autre en fait, et en fait on travaille, moi je sais que je travaille petit à petit à essayer surtout d'être en confiance avec ce dérangement et de l'accueillir et de fluidifier quelque chose et d'harmoniser quelque chose. Et souvent sur 1 heure de spectacle, en fait, des fois on part d'un public qui est un peu dans tous les sens et puis on sent qu'il y a quelque chose qui s'harmonise et qu'à la fin, c'est d'ailleurs les moments les plus délicieux quand on a réussi à créer une unité. Là, c'est qu'on a l'impression d'avoir fait un vrai travail. Et aussi d'autres publics qui t'emportent comme ça, qui sont vraiment tout à toi. Évidemment, il y a des moments où on est porté parce que les gens sont là pour ça, qu'ils ont tous envie d'aller dans le même sens. Et là, oui, on a l'impression d'aller loin. Voilà. Bon. Mais les deux font partie du travail, quoi. Enfin, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça le rapport entre c'est ce qui fait la magie du spectacle vivant pour moi. Enfin, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand je disais que j'ai vu 6 fois le même spectacle, voilà. Ouais. Je dis 6 fois tu le connais, quoi. Vraiment, tu connais. Et 6 fois tu as vécu des choses différentes. Et 6 fois je suis sortie, 6 fois il y a des moments où j'avais envie de pleurer, 6 fois j'ai rigolé, 6 fois voilà, et je suis sortie en me disant oh là là, mais c'était génial, c'était encore mieux que la dernière fois. Et ce spectacle, faut aller le voir. Et il y a eu parfois des moments où tu as trouvé que c'était moins bien, enfin, pas moins bien, mais où t'es vibre, où c'était. Oui, voilà. Après. Pas forcément moins bien, c'est pas une valeur de bien ou mal, mais. Franchement, sur tous les spectacles que j'ai vus au festival. Et j'en vois à peu près entre 30 et 40 par festival ça fait 8 ans, donc ça commence à faire un certain nombre. Il y a eu deux fois vraiment où je suis sortie, il n'y a rien qui s'est passé, 2-3 fois, quoi. Bon, on en a vu un ensemble. Oui. On a vu un spectacle de danse. Alors voilà, ça pour moi c'est un très bon exemple. Et après on reviendra, je te reposerai la question parce que j'aime bien attention à ce que tu réponds à cette question. Mais on a vu un spectacle de danse avec Séverine l'année dernière au IN. Techniquement, ce spectacle était parfait. Les danseurs étaient super, la mise en scène était magnifique. Techniquement, c'était beau. Je n'ai très beau, oui. Rien ressenti. Mais vraiment, même pas de la colère en me disant que c'était nul. Parce qu'en fait, des fois, c'est nul. Oui. Mais au moins, tu es en colère, quoi. Tu vois, moi, il se passe quelque chose là.
on n'a même pas compris que c'était la fin du spectacle. Enfin bref. Donc on a ressenti la même chose. On a chose. cette absence de ressenti justement. Enfin ce truc un peu ce vide. On s'est regardés toutes les deux. J'ai fait bah alors et toi voilà. Ça. Et ça, pour moi, c'est frustrant. Je préfère aller voir un spectacle qui est pas parfait, où effectivement on se dit ah bah oui là ils auraient pu faire ci, ou que des fois l'acteur il se trompe, ou le danseur il rate un truc, c'est pas ensemble, peu importe en fait. Et juste il y a un moment il se passe quelque chose. S'il se passe rien, là clairement il s'est rien passé. Moi, ça me frustre, mais vraiment, quoi. C'est un truc, je pense que je m'en souviendrai toujours de ce spectacle, mais pas dans les bonnes choses. Mais bon, voilà, après, c'est... C'est partie de la culture. Oui, on a été le voir, on l'a vu. Oui, mais après, le truc, c'est que, tu vois, il y avait des tas de gens qui se sont levés pour applaudir et tout, donc quand même, tu te dis, mais c'est nous, en fait. C'est nous, on n'a pas compris, quoi. On a loupé un bout. Donc, on se regardait, je me dis, mais t'as compris le truc, en fait, ou... En fait, non, on était deux à pas avoir compris, je pense. Oui. Les autres, ils avaient l'air d'être contents. Ouais, après, des fois, tu vois que les gens applaudissent, tu sais pas si ils applaudissent. Enfin, moi, j'ai pas trouvé le public, ce qu'on disait sur le rapport avec le public. J'ai pas trouvé là le public. J'ai pas trouvé qu'il se passait un truc, en fait, dans l'énergie du public, dans l'énergie. Voilà, il s'est passé quelque chose, les gens sont venus, ils ont applaudi, il y a eu le quorum qui fait l'habitude qui s'est faite, quoi. C'est toute la difficulté de la culture véritable, qui est nourrissante, et d'une culture qui serait plus sociale, plus mondaine, dans laquelle on est là pour vivre quelque chose qui est de notre ordre, de la distraction ou du... Voilà, mais ça c'est pour ça que moi je pense que, pour répondre à ta question, du coup, je pense que la culture, elle doit être enracinée, vraiment. Et elle doit être enracinée, c'est-à-dire elle doit aussi avoir un lien avec des traditions. Moi, je sais que ma première émotion culturelle que j'identifie aujourd'hui, j'en parle souvent, mais c'est ma grand-mère qui raconte une histoire à table les dimanches soirs, à la fin du repas, où tout d'un coup, elle arrive justement à créer l'unité dans la famille grâce à une histoire. Et pour moi, c'est ça. Et c'est cet art de la parole qu'elle avait, moi, je vois clairement qu'elle a tendu un fil entre cet art de la parole, de l'oralité, et le monde des livres dans lequel j'ai plongé pendant toute mon enfance et mon adolescence, qui était pour moi hyper nourrissant. J'avais besoin de ça, je me suis beaucoup nourri dans les livres, mais je fais vraiment le lien avec l'art de la parole et l'art des histoires de ma grand-mère. Et l'enracinement, pour moi, il est vraiment fondamental. C'est une émotion première. J'ai écouté récemment une des dernières choses qui a été une belle révélation. C'est un spectacle de Yannick Jolin qui s'appelle Ma langue maternelle, où il parle de sa langue maternelle, en fait des patois, des patois, de tous les patois qui existaient en France, et de comment ça l'enracine, et comment il a saisi justement assez tôt dans sa carrière d'artiste qu'il ne deviendrait jamais un artiste reconnu. Alors ce qui est faux, puisque maintenant il en est un, mais en tout cas pas un artiste mondain ou en vue, parce que lui il parlait patois. Les mots qui lui venaient, qui étaient les mots du cœur et les mots d'amour, lui venaient dans une langue qu'ils étaient très peu nombreux à parler. Donc c'était forcément confidentiel, donc ça ne serait pas forcément au grand public. En même temps, il dit des choses très très belles. Il dit que le français est une langue construite, qui a été imposée à des gens qui parlaient des patois, et donc c'est une langue mentale, en fait. C'est une langue qui a voulu avoir une portée universelle, alors que lui, dans son patois, il dit ça sent la terre, ça sent l'enracinement, ça sent la vie, en fait. Et donc c'est relié à quelque chose de tripal, de fondamental. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce spectacle pour ça, parce que pour moi, il veut vraiment le lien entre la culture telle qu'on peut l'envisager, avec tous les trucs chouettes de se dire qu'on amène qu'on amène de la culture, qu'on va vivre des émotions en commun, etc. Mais aussi avec cet attachement à la tradition. Et alors moi, si moi je reviens, alors pas de la première, parce que les premières émotions, c'était de la danse, mais c'était de la musique en fait qui me créait de l'émotion. J'étais très très fan de Michael Jackson, certaines chansons qui m'ont vraiment créé des émotions fortes. Mais par rapport au théâtre que j'ai découvert vraiment à Avignon, j'ai eu plusieurs fois des choses où je suis allée voir, notamment j'étais voir au tout début le CID. Alors évidemment, le nom de la compagnie, je suis désolée, m'échappe, mais je le mettrai sur mon site internet. Et en fait, le CID, c'est un texte qui m'a traumatisée à l'école. J'ai eu des très mauvaises notes parce que je ne comprenais rien à ce texte, que plus on avançait dans le texte, évidemment, moins je le comprenais, donc c'était l'enfer. Et donc, j'ai une copine qui me dit « Ah, mais va voir ce spectacle, le CID, c'est super drôle, c'est génial. » Je dis « Non, mais le CID, quoi. » Je ne pouvais pas me trouver pire chose que de me dire d'aller voir le CID, parce que moi, c'est... Plus jamais je touche à ce texte, plus jamais je le regarde, je le lis, voilà, je ne veux pas en entendre parler, ça m'a traumatisée, c'est tout, quoi.
Mais si, vas-y quand même. Voilà. Et j'y suis allée et effectivement, j'ai compris l'histoire, c'est quand même pas mal. 2, j'ai rigolé parce qu'ils avaient monté ça, c'était vraiment drôle. Et je suis sortie de là en me disant, mais en fait, pourquoi on m'a pas montré du théâtre en fait ? Pourquoi on m'a pas montré cette pièce de théâtre ou une autre, en tout cas le Cid, d'abord au théâtre, en vivant, avant de me donner ce texte qui effectivement est écrit en français, pas forcément facile. Et je suis sortie là en me disant, mais voilà, à partir de maintenant, je vais arrêter de me dire ça, je le verrai plus jamais, ou ça, j'en entendrai plus parler. Alors, je le fais pas souvent, tout le temps, mais en tout cas, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais voilà, il suffit juste d'avoir un autre angle de vue sur quelque chose. Et là, d'un coup, le texte paraît sympa, tu comprends l'histoire et tu comprends ce qui se passe. Puis je suis plus vieille aussi. À l'époque, j'avais, je sais pas, 14 ans, donc c'est pas du tout dans la même optique. Mais ce jour-là, ça m'a vraiment changé ma façon de voir plein de choses, en fait, et notamment la culture, où tu te dis, l'art contemporain, j'aime pas ça, ou le classique, voilà, moi, la musique classique, c'est pas trop mon truc. Et en même temps, mes parents m'ont emmené voir un concert de Ravel dans un stade où le boléro de Ravel m'a appris, j'avais, je sais pas, 10 ans, et je crois que j'en ai pleuré ce jour-là, tellement c'était beau, on était dans un stade, il y avait un monde pas possible, voilà, et tu dis jamais... Puis après, non, la musique classique, c'est pas mon truc. Ben non, en fait, si, ça peut être ton truc. L'art contemporain, ça peut être ton truc. Le théâtre, ça peut être ton truc. Et je trouve ça dommage parce qu'effectivement, on rentre toujours des trucs dans les cases. Et que, voilà, c'est ce que j'aime aussi au Festival d'Avignon. C'est que je trouve que ça rend accessible un art que les gens vont dire non, je vais pas voir du théâtre, non, j'ai pas envie de me prendre la tête ou ceci, et qu'en fait en parlant avec les artistes dans la rue, cette chose-là d'avoir un contact direct, je trouve que ça amène une possibilité, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert le théâtre comme ça en allant voir peut-être un humoriste en one-man show et puis en final ont tenté autre chose. Et ça, moi, je trouve ça magique, en fait. Ça me manque beaucoup cette année, hein, mais moi, le festival m'a changé la vie, hein, clairement. Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas découvert le Festival d'Avignon. Donc voilà. Non, mais c'est beau. Oui, on voit les étoiles dans des... Ouais, mais vraiment, Il y a le directeur du Louvre qui était passé dans une émission télé il n'y a pas longtemps et qui, pareil, pour rendre le Louvre accessible, disait, mais venez juste vous promener et puis vous verrez ce que vous ressentez, avec surtout enlever le côté sacré du musée et venez vous balader et vous verrez ce que vous ressentez, tout ça. Et c'est pareil, c'est ce que tu es en train de dire pour le théâtre. Et ouais. Tu te souviens, on a vu Hamlet, Hamlet au départ pareil, à 22h, quand tu m'as dit ça, j'ai... Hamlet, 2h30 de spectacle, 22h30. C'est vraiment parce que c'est toi, j'y vais. Et en fait, on a passé un moment délicieux, c'était super chouette. Il faut y aller. Puis il faut pas avoir peur de s'en aller si ça nous plaît pas, de le dire, de le vivre. Voilà, d'écouter nos émotions, ce que je répète toujours en fleurs, là, mais c'est juste s'écouter, voir ce qui nous fait vibrer ou pas. Ou pas. Il y a l'histoire du côté sacré aussi dans les musées, c'est pareil, dans les musées d'art contemporain ou même au Louvre, en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui arrivent et qui font attention, qui regardent bien, alors que des fois tu te poses juste devant la toile et tu regardes si ça fonctionne ou pas, et ça fonctionne pas, tu passes à celle d'à côté. Mais effectivement, il y a un côté sacré, que c'est bien d'enlever. Ouais, il y a des codes, pareil, la Cathy de Culture de Cœur, elle me disait, quand j'emmène des gens au spectacle, qui n'ont jamais été au théâtre ou quoi que ce soit, il y a pas longtemps, j'ai emmené quelqu'un, elle est rentrée dans la salle, elle fait « Oh là là, il fait noir », elle est repartie. Et en fait, pour nous, c'est logique que dans un théâtre, il fasse noir. C'est un truc, ça paraît... Mais en fait, si tu n'as jamais été au théâtre, si tu n'as jamais vu un théâtre, si tu n'as jamais vu un théâtre à la télé, tu ne peux pas savoir ce genre de choses, en fait. Donc après, il y a des codes. Et c'est là où c'est compliqué d'arriver à amener les gens... c'est parce que ça me serait même pas venu à l'idée que quelqu'un trouve ça bizarre qu'il fasse noir dans un théâtre. Il y a des codes et il y a une honte. C'est vrai pour la tradition, je reviens à ça. On a honte de parler un patois, on a honte de ne pas être lettré. Nick Jolin, il dit, il y a des gens qui parlaient 3 langues, 2 patois plus un machin, et on les appelait illettrés. C'est ça. Des gamins qui débarquent d'Afrique, qui savent d'Afrique n'importe où en Afrique, et qui parlent plusieurs langues, parce qu'en Afrique on parle encore de multiples langues, et ils arrivent ici, on leur dit illettrés et sans culture. C'est quand même, on est dans un truc dément là. Et pour moi, l'expérience montre que justement les gens qui ne sont pas des habitués du théâtre, ils sont parfois très intéressants à écouter, beaucoup plus, parce que justement ils n'ont pas les codes. Car des fois les codes ils sont saoulants. On fait des bords plateaux, comme on dit dans le jargon théâtral, avec des gens qui sont des abonnés de théâtre, qui vont se croire obligés d'être intelligents, de vouloir dire absolument quelque chose d'intéressant, ou de montrer qu'ils ont vu tel ou tel truc. Et puis là, t'as un gars, c'est la première fois qu'il est là, et puis lui, il va juste dire ce qu'il ressent. Et en fait, il va scotcher tout le monde, parce que juste avec son ressenti, il va être beaucoup plus juste dans ce qui est à vivre dans le moment du théâtre.
Le moment du théâtre, c'est voilà, qu'est-ce que ça me fait vivre là, maintenant, et pas en faire des études comparées savantes, parce que l'idée, c'est quand même que ça nous nourrisse dans nos vies, que ça vienne nourrir quelque chose, redonner parfois du sens ou un visage humain au monde, ou enfin voilà. Bref, ouais, on a tous notre histoire en fait, c'est ça, c'est qu'on en ressent les choses différemment et donc obligatoirement, c'est. Enfin moi je suis. Ouais, c'est... Oui, le grand truc, pour moi, ce serait ça le maître mot, c'est la culture commence quand on arrête d'avoir honte de ce qu'on ressent en fait, quelle que soit la chose qu'on ressent d'ailleurs. Ce serait ça la véritable éducation à la culture. Oui, parce qu'on a le droit de pas aimer aussi. On a le droit de pas aimer, on a le droit de... On a le droit de pas connaître la vie de l'artiste, on a le droit de pas avoir toutes ces notions-là. Et quand tu arrives dans un musée, que tu vois un tableau, en fait, si tu connais pas l'histoire du tableau, l'histoire du peintre, tu as l'impression d'être un peu niais devant le tableau, alors qu'en fait, si ça te touche ou pas. En fait. Absolument. Parce qu'en fait, c'est devenu une zone de pouvoir, mais de savoir. Le savoir culturel est une zone de pouvoir. On fait honte à ceux qui ne savent pas pour continuer d'avoir du pouvoir. Il y a une vraie problématique là. On est dirigé par des gens qui savent, enfin par les anciens premiers de la classe, et qui sont devenus des bons élèves, qui ensuite deviennent présidents de la République et qui imposent à tout le monde un savoir en faisant honte de ce qu'on ne sait pas ou de ce qu'on ressent. Et c'est terrible. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir l'histoire du tableau, l'histoire du peintre, c'est vrai que c'est intéressant tout ça. Mais si on l'a pas, il ne faut pas s'empêcher d'accéder quand même aux choses. C'est vrai qu'on peut se restreindre. J'ai dû le faire d'ailleurs, moi. Oh ben, on le fait tous de toute façon, je pense que... Ouais. Évidemment, mais c'est vrai que c'est dommage. Après, ça nous emporte tellement lorsqu'on a passé une journée un peu culturelle, oui. On est allé voir autre chose, ça nous emporte tellement, je trouve. Oui, et puis de découvrir la différence aussi, de se rendre compte que sur un même sujet, plusieurs artistes peuvent l'exprimer différemment, typiquement Hamlet ou le Cid. Voilà, moi je sais que là je voulais regarder, j'ai pas pu regarder, mais je me suis dit, l'Hamlet, le premier que j'ai vu, j'ai trouvé ça génial. Est-ce que le deuxième, avec une mise en scène différente ou des acteurs différents, une manière de voir le texte différemment, parce que c'est aussi l'interprétation de chacun, est-ce que ça va me plaire ou pas, je trouve ça génial en fait d'être capable d'avoir un même texte et qu'en fait il a été fait des dizaines, je pense qu'Hamlet il a été fait un certain nombre de fois. Je trouve ça incroyable en fait. Alors je vais revenir à Vincent. La capacité de se renouveler de l'être humain est quand même... Et à la soirée de samedi, elle m'a marqué celle-là. Oui, parlons-en parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais quand tu as raconté l'histoire de Dodel, quand même c'est des livres que j'ai lus, alors j'ai pas tout retrouvé, mais c'était quand même génial de le vivre dans ton récit, avec ta façon de tu vois, de ne pas le lire à plat dans notre bouquin de quand j'étais jeune. J'ai retrouvé ce que j'avais lu, mais tu l'as rendu tellement vivant. Mais moi, j'ai trouvé ça... j'ai adoré, j'ai trouvé ça super magique. Mais en même temps, j'ai reconnu ce que j'avais lu. J'ai trouvé ça chouette. Ah oui, tu as replongé ma maman dans son enfance, où pareil, elle avait appris un des textes. Et elle m'a dit, c'est un texte que j'avais vu à l'école. Je trouve ça génial. Ouais, ça fait ça, Dodé, à beaucoup de gens, enfin ces auteurs-là en tout cas. C'est une espèce de reconnexion, quelque chose qui pour moi est de l'ordre de la racine, des auteurs qui appartiennent à l'enfance, qui appartiennent à quelque chose d'un peu fondamental, un bien qu'on aurait tous en commun et qu'on pourrait à nouveau partager. Et l'enjeu, c'est la vitalité. Est-ce qu'on peut redonner de la vitalité ? Enfin, redonner, je parle, ils n'en manquent pas de ces textes-là de vitalité, mais je veux dire, dans le temps présent, est-ce qu'on peut restituer la vitalité de ces textes, qui est dans ces textes ? Et parce que c'est la vitalité qui compte. C'est la vitalité qui va faire l'émotion. Et c'est pas justement, pour revenir à ce qu'on disait, c'est pas le savoir, quoi. C'est la vie qui est dans les choses. Et c'est pas intellectuel. Ouais, et puis même si c'est des grands auteurs. C'est clair. Et se rendre compte que aussi des textes qui ont été écrits il y a très 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 longtemps peuvent avoir une résonance sur ce qui se passe aujourd'hui et que, enfin voilà, des fois c'est assez, c'est même surnaturel. Et ça rejoint ce que tu dis de ta grand-mère qui racontait les histoires à la fin du repas. Là, ça fait vraiment penser à ça. Là, on a l'impression que tu nous racontes des histoires qu'on connaît, mais effectivement, mais évidemment, tu le dis mieux que tout le monde là. Tu redonnes de la vitalité. Rien que ça. C'est tellement ça. Mais ouais. Et pourtant, voilà, il n'y a pas une mise en scène de fou. Il ne faut pas forcément des lumières de fou. Voilà, c'est ça. Bah si, il y a petite la mise en scène lumière quand du même. soleil sur les berges de la péniche le Mistral, les cigales, ça met de l'ambiance. Accompagné des cigales, oui, là on y est. On voit le moulin, on imagine tout. Mais c'est ça qui est beau, en fait, c'est que le spectateur n'a pas besoin de... Alors,
c'est formidable la machinerie du théâtre, c'est formidable la technique au théâtre, c'est extraordinaire, c'est prodigieux, il y a des gens qui ont des savoir-faire fabuleux, et j'adore ça. Mais le théâtre commence quand il y a un type qui raconte une histoire à d'autres types. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas besoin d'être dans un théâtre. En fait, quand il y a une maman qui raconte une histoire à son enfant pour l'endormir, c'est le début du théâtre. Ouais, quoi. C'est le début de la culture. Une maman ou un papa d'ailleurs. Parce que Ou même un enfant d'ailleurs qui à un moment raconte. Ou un enfant. Ouais. Quand vous nous avez raconté l'histoire de la taupe pendant le confinement. Mais oui, mais carrément. T'as raison. C'est génial. C'est le début de la culture, ça. Et j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit, donc pour ceux qui n'ont pas écouté, Séverine s'est enregistrée avec sa fille et son mari en lisant une histoire. Voilà, ils ont joué une histoire et voilà, et ça a créé des émotions plein d'oreilles. C'est très drôle à écouter. C'était très drôle à écouter. L'histoire est très drôle. Voilà, les petites voix de tout le monde sont très drôles. Je trouve ça super. Je pense que vous avez passé en plus un chouette moment. Ah bah oui, on s'est bien amusé, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et puis après, voilà, d'arriver à sortir aussi, parce que pareil, moi, ça m'est arrivé d'aller de regarder les présentations des spectacles et de me dire, oh là là, mais ça va être compliqué, je vais pas comprendre, ou qu'est-ce qui se passe. Et puis en fait, une fois que j'y suis, waouh, il se passe quand même quelque chose. Et sur la danse aussi, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup du théâtre, mais sur la danse, en plus, il n'y a pas le texte, donc c'est vrai que des fois, ça peut être un peu... ça peut paraître, enfin toi qui aimes bien la danse classique, ça peut paraître un peu strict, ça peut paraître un peu, un peu chic, un peu, je sais pas. Et puis il n'y a pas de parole, donc on peut se dire je comprends pas l'histoire, ou on m'explique pas, il y a rien pour, je peux pas me raccrocher à quelque chose, il y a pas de langage, il y a la musique, mais c'est tout. Et en fait non, c'est pareil, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le danseur que tu as interviewé, que j'ai écouté tout à l'heure dans la Alexandre Lezoeuf, ouais. Là, oui, c'est de la culture. Il fait du hip-hop. Enfin, apparemment, il fait d'autres choses. Il a fait aussi il a dansé, il a appris la danse classique. Il a appris en autodidacte le hip-hop et après. C'est tout. Oui, puis c'est ce qu'il disait aussi dans l'interview, c'est qu'à un moment il dit mais moi quand les gens viennent à la fin du spectacle et me disent bon j'ai compris quelque chose mais en fait je suis pas sûre d'avoir compris ce que vous vouliez dire. Ben non mais en fait t'as compris quelque chose déjà, il s'est passé un truc, moi je suis content, et puis si t'as compris encore autre chose ça veut dire qu'il y a une autre interprétation de ce que j'ai proposé. C'est génial, même si c'est pas ce que j'ai voulu exprimer en fait. Donc de réussir à sortir ça. Après comment rendre accessible la culture, en tout cas le théâtre ou d'autres choses, ça c'est plus problématique quoi. Pour justement permettre à tout le monde d'avoir ça. Non mais c'est ça, parce que toi tu dis que tu as passé le pas parce que tu lis quelque chose, t'es pas sûr de comprendre et tu vas quand même le voir. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça quand même. Oui, ça c'était au bout de 2 ans de festival et que puis c'était ma mission. Oui. C'est un boulot, donc il fallait que j'y aille. Parce que moi ça m'arrive souvent de lire des programmes et de me dire ah non je comprends pas en fait ce que je lis déjà d'entrée, donc je vais pas y aller quoi. Tu vois. Alors moi souvent maintenant je vais au spectacle sans lire. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas compris le spectacle. C'est pour ça. On n'avait pas lu. Je crois qu'en lisant, ça nous aurait aidé. Je pense que ça n'aurait pas changé quelque chose sur l'émotion, mais en tout cas, ça nous aurait aidé. On l'a lu après quand même. Hein. Oui. Ouais. Donc effectivement, on a compris des choses. Mais ça m'arrive maintenant souvent d'aller voir des spectacles juste parce qu'on m'a dit va voir ça, c'est chouette. Et de ne pas lire le résumé. Et de dire bah ok, je vois, enfin j'y vais, et puis on verra ce que je comprends. Mais ça, c'est parce que, pareil, je vis là-dedans depuis des années. Donc c'est, enfin voilà, je suis ouverte à ça parce que c'est, mais je pense que j'aurais jamais fait ça la première année où j'ai fait le festival par exemple. Ça c'est peut-être là où les arts de rue ou les petites formes ou voilà des formats peut-être un peu plus moins cadrés dans une salle. Alors je pense que c'est effectivement ça peut être une idée de format, enfin ça peut être l'idée du format mais pas seulement. Moi je crois que c'est vraiment une affaire d'accueil parce qu'il y a cette problématique de la honte dont on parlait, hein, honte de ce qu'on ressent, honte de est-ce que je suis à ma bonne place, etc. Et que, alors effectivement, les arts de la rue vont casser des codes habituels, les codes sociaux du théâtre, mais surtout, je pense que ça se joue dans le lien qu'on fait avec les gens, quoi. Mm-hmm. Et pour moi, il y a un gros enjeu, mais c'est un enjeu d'éducation. C'est vraiment un gros enjeu d'éducation. C'est sortir de la ségrégation de ceux qui n'ont pas compris et de ceux qui ont compris. Et ça, c'est une révolution qui est à venir ou qui est en route, je ne sais pas, mais qu'il faut vraiment opérer. C'est une révolution dans les sciences. C'est de l'éducatif. Il faut arrêter de faire honte aux gens de ce qu'ils ressentent. C'est tout simple, hein. C'est valider ce que les gens ressentent. Valider toujours, valider dans leur cœur qu'ils ressentent ça, ils ont raison de le ressentir de leur point de vue. Il n'y a que ça à faire en fait, hein. Et ça vient à l'école, ça vient tout petit, ça vient... après le reste découlera, mais on ne peut pas demander à des gens... Enfin moi je le vois quand je fais des ateliers théâtre,
En fait, ce qui est génial, c'est de travailler avec les mauvais élèves, puisque comme eux, de toute façon, ils sont habitués à faire de leur mieux, etc., c'est toujours plein de vitalité. Ils trouvent que là, il y a un espace, parce que le discours que je tiens, c'est allez-y, il n'y a pas de résultat, on se donne le droit d'essayer, et tout d'un coup, ils s'engouffrent dans la brèche. Attends, ils vérifient un coup ou deux, et c'est vrai qu'il n'y a pas de résultat là. Puis une fois qu'ils ont bien vérifié, qu'ils ont compris qu'effectivement, le gars là, il n'attend pas une bonne réponse, ils y vont à fond, et ils y mettent toute la vitalité. Le drame, c'est pour les bons élèves, qui, eux, sont habitués à avoir la bonne réponse, et tout d'un coup, il n'y a plus de bonne réponse. Il n'y a plus de bonne réponse à donner. Et ça, c'est un drame pour eux, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Et c'est là où on voit j'allais parler de massacre, c'est peut-être un peu fort, mais je pense que c'est ça, de ce système qui attend les bonnes réponses, en fait, qui attend des gens qui savent. C'est hyper inhibant. Et c'est hyper destructeur, vraiment. Donc pour moi, la seule chose à faire, c'est travailler à ça, dans tous les sens. Et c'est exprimer les émotions. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal? Là, Toi merci, qui es la reine des émotions. Donc rappelle en deux mots les fleurs de bac, qu'est-ce que c'est? Justement, c'est ça. C'est ça. C'est aider à accueillir ses émotions. Aider à accueillir et à gérer les émotions qui prennent trop de place dans notre quotidien. C'est les émotions, la peur, la tristesse, la colère, tout ça, c'est la vie. C'est juste les émotions et les comportements qui nous conviennent moins, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, en fait. Mais voilà, c'est ça, les fleurs de bac. Mais c'est ça, les émotions, oui, accueillons nos émotions. Oui, parce que pendant que Vincent parlait, je voyais que tu... Ah mais oui, c'est merveilleux d'entendre ça. C'est ça. Et du coup, vous en pensez quoi, là, tous de... Enfin, ça y est, c'est moi qui pose des questions. Non, mais... Voilà. Cette émission est présentée par Pascal. Il n'y a pas de souci, Pascal. Tout le monde peut poser des questions, au contraire. Et de cet après-confinement, de tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce que tout ça va apporter à la culture? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui va aider à apporter tout ça, ou au contraire, parce qu'on nous parle de crise économique, il y a beaucoup de peur, on véhicule. Moi, j'ai peur. J'ai le sentiment qu'on véhicule beaucoup de peur, beaucoup de tout ça. C'est une émotion, la peur, donc ça fera quelque chose à un moment. Moi, j'ai peur que... En fait, pour le moment, c'est le fait qu'on se focalise sur le retour de l'économie. On a tous parlé d'un monde d'après, et en fait, j'ai l'impression qu'on retourne même un peu trop avant, quoi. Et donc, de se focaliser à fond sur la consommation, l'économie, il faut redévelopper, et puis vous rendez compte, les boîtes qui ferment, ceci, cela, le chômage, derrière, et le bateau qui tangue, ça, on est sur une péniche. C'est ça. Mais par contre, de se focaliser tellement là-dessus qu'on laisse plus la place aux émotions, parce qu'il faut y aller, il faut reprendre, il faut consommer à fond, il faut reprendre parce qu'on a du retard. Il y a un bateau qui est passé à côté de la péniche, ça bouge beaucoup. Partir. On est peut-être parti, depuis que tu poses des questions. C'est le fait de poser des questions qui est... Ça nous a mis complètement à la dérive. Ça nous trouve là, on va ressurgir, on va voir la Corse. Tu vois. Ah ouais, c'est pareil, toi tu vas direct, au moins. Voilà. Ah oui, c'est un acteur. Il y a le tableau qui... Pardon, il y a tout qui bouge. Donc on est sur la mer finalement, c'est pas le Rhône. Donc je sais plus du tout. Alors ça t'évoque quoi donc cet après-confinement, Cécile? Merci. Oui, la peur, et puis en fait c'est surtout le fait de pousser les gens à rattraper le retard, et que je trouve que c'est pas une bonne idée forcément de rattraper le retard, c'est plutôt de se dire on a eu un moment pour se poser, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Vincent. Et donc qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Du coup, vous en pensez quoi? Vous pensez qu'on va remettre la culture aussi et tout ça? Mais rattraper le retard, c'est économique. Oui, mais sauf que quand on est à fond sur le développement économique, bizarrement, la culture, elle passe un peu... Enfin, moi, je trouve t'as peur de ça? Un peu de mimulus peut aider, mais sinon... Je sais pas. Enfin, moi, je trouve que, voilà, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, il me tarde d'aller voir des concerts, sinon, mais toujours pas, et voilà. Et il me tarde que tout ça réouvre. Après, franchement... j'ai pas peur. Ça va revenir. En fait, je suis pas sûre que la culture va rattraper. Il y a pas de retard à rattraper. Enfin, j'ai pas l'impression. Oui, moi j'ai pas peur, et puis j'ai surtout pas envie d'avoir peur. J'ai eu 2 jours pendant le confinement, pour dire les choses, où je me suis un peu demandé, puis je me suis dit, mais de toute façon, moi, s'il faut aller raconter des histoires,
Dans une école, dans un EHPAD, enfin voilà, en fait, le théâtre, c'est tout simple, on l'a dit tout à l'heure, donc on peut... Il n'y a pas de peur à avoir. Et d'ailleurs, on a commencé ici sur la péniche, puisqu'on s'est dit, on se met sur la berge et puis on raconte des histoires aux gens, et puis allons-y. Donc en fait, je crois qu'il n'y a pas de peur à avoir, et surtout, je pense que de toute façon, le théâtre existe. Donc il existera toujours, et que après, s'il y a des choses qui doivent s'écrouler dans la maison de théâtre, c'est parce que c'est comme ça, elles s'écrouleront, et puis c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Et puis d'autres viendront après. Peut-être que ça va simplifier des choses. Moi, j'ai vu dans ma région des phénomènes assez intéressants où tout d'un coup, il y a des gens qui sont des gens de MJC, des directeurs de salles, on va dire d'un niveau intermédiaire, hein, pas de scènes conventionnées ou de scènes nationales, mais qui se disent il y a des compagnies là qui n'auront pas pu aller à Avignon, on va ouvrir notre théâtre, on va faire un plateau solidaire où les théâtres vont pouvoir, les spectacles vont pouvoir être vus, on va inviter nos potes programmateurs, ils vont pouvoir venir. Donc en fait, il y a des choses qui s'inventent. Moi, je crois que c'est la vertu de ces choses-là, c'est que tout d'un coup, on se donne la possibilité, dans ce temps de vide, justement, de réinventer des choses. Moi, je crois que c'est formidable et nécessaire, en fait, parce que la culture, comme le reste de la société, souffre d'un trop. Hein. On fait un spectacle par an, il faut absolument sortir une nouvelle création, il faut absolument être à Avignon, et il faut absolument être concurrentiel. Donc on est comme les autres, on est à la même enseigne. C'est pas parce qu'on vend du rêve qu'on est plus vertueux, parfois même au contraire. Donc non, ça fait du bien à tout le monde. Oui, ça par contre, oui. Oui, non, moi là je suis en mode frustré, mais ça va passer. C'est bien, mais la frustration, ça nourrit le désir. Exactement. Par contre, par rapport au festival et le fait qu'il y a un trop et que voilà, peut-être il faut réfléchir à autre chose. Là, Avignon Festival et compagnie a lancé toute une enquête qui est hyper bienvenue, en plus qui était très ouverte dans les questions. C'est-à-dire, c'était pas un questionnaire où on nous demandait de répondre par oui ou par non, mais on avait vraiment la possibilité en plus de 7000 signes d'écrire un projet idéal. Donc c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'il en sortira, on verra, mais... moi, je trouve que c'est déjà bien de le faire. C'est chouette de profiter de ces temps pour se reposer des questions. Parce que tout le monde sait que c'est nécessaire de se reposer des questions. C'est comme quand on a une maladie, ça a l'occasion de se redire qu'est-ce qui m'arrive, où va ma vie, comment je fais. Donc voilà, c'est très bien, super. C'est ça. Pourquoi, comment je transforme tout ça. C'est ça. Et toi alors, si on te pose ta question à toi-même? Non, je pense que la culture, ça fait penser un peu à des graines qu'on plante dans la terre et de toute façon ça poussera. Donc oui. Voilà, il y aura forcément des choses. Il y aura des transformations. Mais voilà, après si les gens, ce qui me fait un peu peur, c'est ce côté les gens n'ont plus d'argent, donc on ne peut plus aller. Tu vois, il y aurait un peu ça. Et la culture, c'est un peu le truc. Ce qui passe après. Voilà. Mais là, vous m'avez complètement rassuré en fait dans vos réponses. Il y a quand même, moi je fais un peu l'avocat du diable, mais bien sûr les artistes, tout ça, il faut en prendre soin. Mais dans cette société, il y a aussi des pauvres gens, il y a des gens qui crèvent la dalle. Enfin voilà. Ah oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, on a, mine de rien, là, il y a eu un espèce de coup qui est super, fait monter par les artistes pour défendre leur cause et tout ça. Et c'est très bienvenu, mais ça va quand même. Ça va. Il y a pire. Ouais, peut-être essayer de penser tous les uns aux autres, ce serait pas mal. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse défendre la cause des autres. Défendre sa propre cause, oui, c'est intéressant, mais... C'est bien aussi. Si les artistes pouvaient se décentrer un peu des fois. Oh, putain, je l'ai dit, il faudra le couper, ça. Je sais pas, on verra. Non, tu fais ce que tu veux. Très bien. C'est pas mal déjà tout ça, non? Et justement, si on a peur d'aller découvrir quelque chose de nouveau ou quelque chose comme ça, c'est quoi la fleur de... alors la fleur à prendre. Si tu me dis va voir de la musique baroque et je te dis oh là là, non, jamais je vais... Et c'est du larch. C'est oser sans rien attendre. C'est oser faire ce premier pas sans rien attendre, sans se mettre de pression, sans dire « Oh, mais les autres sont meilleurs que moi, ils vont y arriver, eux, ils connaissent, nanana. » C'est prendre de l'arche. J'ose, je fais le premier pas. Et le premier pas va m'amener au deuxième et le chemin va se créer devant moi. Ça, c'est l'arche. C'est valable pour les ados, pour les enfants, pour tous, là. Osez, osons... Osaris, Rosim Rosoups. Tu dis l'arche. L-A-R-C-H. En fait, comme ce sont les fleurs de Bach, c'est en anglais. L'arche, c'est du mélèze. C'est un résineux. Et c'est vraiment ça. Voilà, oser et faire le premier pas. Hop. Et c'est valable, oui, pour nous tous. On a tous besoin. Oui. Osons. Osons.
C'est une belle conclusion, enfin, en tout cas pour toi. Et si voilà, pour vous, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour lui donner envie d'aller voir un spectacle, quelque chose de différent, à part prendre du large, faire un câlin à Mélèze? Alors moi, je reviens sur la peinture, du coup, parce que ça m'intéresse bien. Et je pense que il faut oser entrer dans des lieux, il faut oser aller voir des créations contemporaines. On peut en penser ce qu'on en veut, mais au moins aller voir, découvrir, sans essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que de toute façon, on a sa propre interprétation. Et moi, je me souviens que je suis allée une fois, et ça m'avait vraiment touchée, à la Biennale de Venise. En fait, j'étais à Venise et il y avait la Biennale. J'étais pas allée à Venise pour la Biennale. Et il y avait des expositions partout, dans tous les palais, partout. On poussait des portes, il y avait des choses et tout. Et du coup, tu rentres sans a priori et tu regardes. Et juste, enlever les a priori. Mais c'est pareil pour le théâtre, c'est pareil pour les concerts, la musique classique, la danse. On se dit, ah non, moi, j'aime pas, ça va pas me brancher, etc. Faut essayer, quoi. Et quand tu veux convaincre ta petite fille, tu as besoin de la convaincre ou en fait non, comme elle prend. Ma petite fille à moi? Oui, ta petite fille à toi. La mienne. Je lui dis d'essayer, quoi. De venir voir pour essayer. Oui. Mais d'ailleurs, ça rejoint ton danseur. Alexandre Lezouef. Voilà. Alexandre Lezouef. Voilà. Qui dit vos enfants, dites-leur de créer. Oui. Parce que avant d'aller voir, c'est créer. Prenez un stylo, ou de la musique ou du machin, peins-toi dessus, fais ce que tu veux, mais crée. Mais les enfants, ils n'ont pas d'a priori en fait. Mais eux, les petits en tout cas, ils adorent. D'ailleurs, ils y vont quoi. Après, ils peuvent dire qu'ils n'ont pas aimé, mais ils y vont. Oui, puis en plus, eux, ils vont te dire qu'ils n'ont pas aimé. Amener les enfants dans une biennale, la Biennale de Lyon, c'est super intéressant. J'adore, j'aime beaucoup l'art contemporain aussi. Mais les enfants, c'est magique parce qu'eux, ils sont là, ils n'ont pas de filtre et ça leur plaît, ils courent et ils sont vivants. Ils sont vivants dans un musée, ça c'est chouette. Nous on est là un peu. Oui, puis peut-être le fait d'essayer de créer aussi, ou d'essayer le théâtre, ou d'essayer de dire un texte, ou rien que le fait de prendre un texte et d'essayer de le dire, juste ça. Là, quand tous ceux qui se sont enregistrés pendant le confinement sur Esperluette, ils se m'ont tous dit mais c'était chouette à faire en fait, de s'enregistrer, de lire un texte qui est quand même particulier, d'essayer en fait. Je pense que... J'ai l'impression que pendant le confinement, on peut tous ne pas travailler dans notre vie. Ça c'est pas très très grave, indépendamment de l'argent. Sauf peut-être les comédiens. Sinon, ça va poser problème. En revanche, vivre sans culture, je pense que tout le monde s'est aperçu que c'est pas possible. On a besoin de regarder des films, de lire, d'écouter de la musique. On a tous fait ça. Oui, oui, je pense que oui. J'ai l'impression que ça te rend heureux, Vincent. Non, c'est bien. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Et toi, comment tu t'invites les gens à justement aller voir? Comment tu fais quand tu es au festival et que tu es en concurrence avec 1500 collègues et que tu essayes de convaincre des gens qui te disent « Ah non, mais moi ça... parce que tu as dû l'avoir, ça. » Oui. Moi, alors déjà, j'essaye de ne pas m'imaginer en concurrence, ce qui n'est pas toujours évident, j'y arrive pas toujours, mais quand même. Sur 10 ans de festival, j'ai toujours joué cette carte-là, de dire moi je suis en concurrence avec personne. D'abord, ça n'a pas de sens puisqu'on est différents, donc voilà. Et puis ensuite, moi je travaille sur l'accueil. Voilà, c'est tout. Je travaille sur l'accueil et je me dis que si je suis accueillant, les gens vont venir. Et c'est le conseil que je me donne et que je donne à tous les artistes avec qui je travaille. Et quand on crée le Festival des Petites Formes à Montfavet, on se dit le soir du 14 juillet, quand il y a le bal sur la place de l'église, et qu'on pourra avoir certains a priori sur la musique qui va être passée. Mais si on veut vraiment aller à la rencontre du public, il faut peut-être aussi faire le chemin en sens inverse. Il faut peut-être que nous aussi, on aille danser sur la place de l'église, sur des musiques qui nous auraient peut-être pas plu d'emblée. Et c'est toujours là qu'il y a des choses qui se passent et qui sont super chouettes. Parce que si on va vers les gens viennent. Et c'est un échange. On peut pas être là toujours à attendre en se tapant la tête contre les murs, en se disant les gens viennent pas à la culture. Non, il faut travailler sur l'humain en fait. Si on est dans l'accueil, on peut accueillir n'importe qui. Les gens viendront, vraiment. C'est une histoire d'ouverture. Les gens, le public, il est à la mesure de notre ouverture. Et c'est comme ça. En fait, les spectateurs doivent oser et les artistes doivent oser aussi aller vers l'autre. Bien sûr. C'est facile d'être juste avec un public de festivaliers habitués, d'abonnés habitués. C'est très confort en fait. Ces gens sont des gens curieux. Moi, quand je vois
Des gens comme toi, Marie-Cécile, qui vont voir 40 spectacles, moi je pourrais pas. Hein. C'est une curiosité qui me semble absolument géniale, qui est admirable et tout ça, mais donc moi je sais pas si je suis capable. Et, moi je veux pas voir 40 spectacles, quoi. Et donc je trouve ça formidable. Mais justement, là, est-ce que nous on a la même curiosité ? Est-ce qu'on a la même curiosité de l'autre ? Voilà. Belle conclusion. Ça va pour vous ? Génial. Je vais terminer avec une petite phrase, comme à chaque fois. Alors, on en a parlé beaucoup d'Alexandre Lezoeff, puisque c'est la rencontre de ce mois-ci, mais je vais finir avec une phrase qu'il a dite sur la culture pendant l'interview. Il a dit « La culture doit nous faire grandir, penser différemment, nous changer et remettre en question nos vérités. » Et moi, je trouve que c'est très vrai. Voilà. Et merci à tous les trois d'être venus. Merci Vincent d'avoir accepté l'invitation. Et merci beaucoup. De notre trio. Et puis maintenant, on va boire une tisane. Et puis au lit.